Bonjour Scott Atran, vous êtes anthropologue, spécialiste des violences et du terrorisme aussi. Vous publiez un livre, L'État islamique est une révolution. Vous passez pour être l'homme qui veut comprendre les terroristes, même si ça ne fait pas plaisir, on va en parler dans quelques instants. Ce livre dont on parle, vous êtes un homme, on dit, écouté par Barack Obama lui-même. Vous êtes intervenu devant le Congrès, le Conseil de sécurité des Nations Unies, le Congrès américain. Et aujourd'hui, l'État islamique, dans sa version française de sa revue, publie 11 pages sur votre livre, oui, sous le titre « Dans les mots de l'ennemi ». Oui. Alors, ce que je dis, c'est juste, j'aime comprendre, j'aime que les sociétés qui combattent l'État islamique comprennent qui sont ces gens qui vont vers la mort, qui sont prêts à risquer tout pour nous combattre, et qu'est-ce qu'il faut faire contre. Je pense que jusqu'à maintenant, presque toutes les réactions sont des réactions sans beaucoup de succès. Si on voit, par exemple, le coût de l'attaque dans novembre, ça a coûté à peu près 400 000 $. Seuls les États-Unis a gaspillé 4,4 trillions de dollars, c'est de 10 millions plus de fois, et la situation de sécurité est encore pire qu'avant. Mais quand je disais que l'État islamique publie 11 pages sur votre livre, sous le titre « Dans les mots de l'ennemi », ça vous inspire quoi, vous, l'auteur? Alors d'ailleurs que le livre n'est pas encore même sorti. Oui, je ne sais pas comment ils ont obtenu, mais ça veut dire qu'ils fassent attention à les idées qui viennent d'Occident sur eux, et ils y répondent. Mais comment ils vont répondre, ça, je ne sais pas. Oui, parce que vous dites quoi finalement? Quand par exemple Salah Abdeslam, qui vient donc d'être emprisonné en France, son avocat belge dit « c'est un type qui a l'intelligence d'un cendrier vide, c'est un petit con de Molenbeek, ça n'est rien ». Bah, les gens de l'État islamique, ils parcourent toute la gamme des gens de plus brillantes jusqu'aux petits criminels. L'attraction de l'État islamique, c'est de pouvoir prendre les histoires personnelles de partout, de 100 nations différentes, de gens de toute position dans la vie, de toute profession, de toute ambition, et de les ramasser, de les lier, de les marier à leur propre récit narratif de l'histoire, qui est un narratif très dynamique, glorieuse, aventureuse et utopique. Et en France, la particularité en France, c'est que les gens de lieux défavorisés, les bidonvilles, les banlieues, de monde de petits criminels, sont des cibles privilégiées pour l'État islamique. Vous avez dit dans une interview, les terroristes kamikazes sont des gens plutôt équilibrés. Oui. C'est une provocation de dire ça? Non, c'est des gens plutôt équilibrés. J'aime pas le mot terroriste, par exemple, parce que terroriste, c'est comme les armes, c'est juste une méthode. Il faut voir pourquoi ces gens utilisent les kamikazes, par exemple, pour arriver à leur fin. Et les gens qui s'engagent sont des gens, en général, avec un engagement moral très profond. Et les appeler nihilistes, par exemple, utiliser cet épithète dans... C'est-à-dire pour dire que ce sont des gens qui n'ont rien dans leur vie, qui s'accrochent à l'islam parce qu'elle leur propose cette solution, en quelque sorte, de dépassement d'eux-mêmes. Oui. C'est ça. Mais par exemple, les points chauds de la France, c'est le monde des petits criminels. Les points chauds en Angleterre, c'est les universités. Mais pourquoi en France? Parce qu'en France, la majorité des jeunes qui sont dans les prisons, dans les milieux criminels, sont des jeunes musulmans mâles. Et ils ne veulent pas être des criminels. C'est par des coups d'opportunité, opportunity costs, qui sont marginalisés, ils vont vers la criminalité. Alors, l'État islamique vient et ils le disent, écoutez, vous ne voulez pas être petit criminel. Vous voulez être quelque chose dans la vie, vous voulez avoir un sens de la vie. Alors, prenez le savoir-faire que vous avez appris, que vous étiez forcé d'apprendre dans la souffrance, retournez-le contre la société qui vous a opprimé. Et c'est une notion de salvation, de rédemption, de libération personnelle et aussi de vos confrères et de l'humanité tout entière. Oui, ça veut dire, et vous dites dans ce livre, l'islam modéré
n'est pas séduisant pour ces gens-là, ça ne marche pas. Bah, vous dites les campagnes qui sont menées pour dire n'allez pas, suivez pas l'État islamique, ça ne marche pas. Finalement, rien ne marche parce que c'est un projet qui est galvanisant. Oui, c'est un projet galvanisé. Il faut un contre-projet galvanisant. Les contre-narratives, les messages négatifs de mass média ne valent rien. Il faut un contre-engagement dans les mêmes milieux. Et tous les facteurs, des grands facteurs, des grandes causes comme marginalisation, criminalisation, urbanisation, assimilisation, quête d'identité, tout ça tombe à l'eau et tous les programmes basés sur ces facteurs tombent à l'eau parce que c'est quelque chose de purement statistique. S'il y a 0,03%, 3 sur 10 000 des jeunes musulmans qui sont dévoués à la radicalisation, ça veut dire qu'il y a combien de jeunes musulmans ou de jeunes Français qui sont en quête d'identité, qui sont marginalisés, qui cherchent un sens de la vie. Il y a des millions. Donc, comment est-ce qu'on peut repérer seulement ces 3 000 avec ces grands programmes qui sont visés sur la marginalisation, la criminalisation? Donc, il faut voir dans les conditions particulières comment leur réseau, comment leurs groupes sont formés, parce qu'ils sont jamais, le recrutement, c'est jamais par un individu. C'est jamais quelqu'un qui dit « Ah, il y a quelqu'un qui est marginalisé là, on va le prendre ». Toute la radicalisation, c'est par des amis. Oui. Ah, donc, il faut entrer dans les réseaux des amis. Vous décrivez quelque chose de très fort. Vous dites la solidarité entre les générations était transformée par une solidarité planétaire et galvanisante. Je le répète encore une fois. Au fond, ils sont prêts à mourir. Oui. Et en face, qu'est-ce qui est proposé? Rien. En face, c'est proposer la modération qui est ridicule. Je demande souvent, vous n'avez pas des jeunes enfants, adolescentes? Qu'est-ce qui dit la modération à ces jeunes enfants? Rien du tout. Est-ce que les emplois, est-ce que ça peut aider? Non, la Banque mondiale a un rapport qu'ils n'ont pas publié d'ailleurs, qui prouve qu'il n'y a aucune relation entre les emplois et la réduction des emplois. C'est terrible ce que vous dites, quelque part. Vous citez même Adolf Hitler. Oui. Vous citez Mein Kampf, vous dites... Il a dit que l'homme avait besoin de sacrifices, préféré finalement la souffrance, les larmes et le sang. Oui. C'est George Orwell qui a fait ce compte-rendu et il disait pourquoi notre société, les sociétés socialistes à moindre degré, des sociétés capitalistes, offrent leurs citoyens le confort, l'aise, comment éviter les risques, l'hygiène, birth control, il dit. Et Monsieur Hitler. Et la crème de notre vie intellectuelle, la Oxford Student Union, par exemple, vote jamais se sacrifier, ils vont jamais mourir, ils disent qu'ils vont jamais se sacrifier, lutter pour leurs valeurs. Et M. Hitler, qu'est-ce qu'il offre à son peuple? Il offre la gloire, l'aventure, la destruction, la mort, la révolution, et il y a 80 millions de personnes qui tombent à ses pieds. Pourquoi? Demande Orwell. Parce que M. Hitler a compris quelque chose de profond dans la nature humaine. Il a compris qu'au moins de façon intermittente, les gens ont besoin de sacrifices et des idéaux transcendantaux. Ils doivent savoir pourquoi ils existent et comment exister. Oui, mais c'est presque, je dirais, encore une forme de provocation. Il y en a qui disent on ne doit pas comprendre les terroristes, on ne doit pas même chercher à les comprendre. Si quelqu'un veut vous tuer, c'est pas mieux de comprendre pourquoi ils veulent vous tuer et avoir une vision juste de sa mission? Mais bien sûr, je comprends pas. Souvent, par exemple, quand je suis allé à la Maison-Blanche parler de ces réseaux et tout ça, je disais, même, venez avec moi, regardez qui sont ces gens, au lieu de spéculer. Et c'est si peu de gens qui viennent sur le terrain, que ce soit en Irak, en Syrie, où je vais, ou dans les banlieues parisiens, ou à Barcelone, ou à Londres, pour parler avec ces gens, pour voir pourquoi ils vont vers la violence. Et c'est une mission glorieuse, aventureuse, joyeuse, festive. On voit dans la propagande, de notre propagande, juste quelque chose de très brutal et cruel, qui est le cas pour nous. Mais on manque complètement une compréhension si on le voit comme lavage de cerveau, nihiliste, ou quelque chose qui est simplement violente et aléatoire.
Merci beaucoup, Scott Atran. C'est un livre donc exceptionnel qui est publié aux éditions Les Liens, qui libère. Il est notre devoir de comprendre. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous.